Et si nos pays nous protégeaient mieux? Si nos pays, lorsque l'un d'entre nous se retrouvant en difficulté partout dans le monde, se mobilisait, mettait en place les ressources nécessaires pour porter assistance à l'un de ses concitoyens. Je pose bien sûr cette question suite justement au drame terrible de l'affaire Alexandra Lumbaye qui malheureusement a perdu la vie. Ici, ce n'est pas une énième vidéo pour invectiver, pour faire ici parce que j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est une vidéo pour prendre un peu de hauteur et la question que je me pose depuis que ce drame est arrivé, c'est et si nos pays nous protégeaient mieux? Dans cette vidéo, bien sûr, je vais te partager mes réflexions parce que j'aimerais qu'au-delà de cette affaire, nous puissions prendre un petit peu de hauteur et que ceci puisse ne plus jamais arriver à l'un d'entre nous ou alors le moins possible. C'est justement ces réflexions que j'aimerais partager avec toi, justement dans le respect de ce drame, dans le respect de la famille. Je souhaite encore ici toutes mes condoléances. Le mot n'est pas assez fort. Je n'imagine même pas la douleur de cette maman. Perdre sa fille et aucun parent ne devrait avoir enterré son enfant, surtout dans ces circonstances. C'est vraiment une situation terrible qui touche chacun d'entre nous. Mais essayons un peu de prendre cette affaire d'une autre manière, d'une autre perspective, afin qu'on se dise comment est-ce que nous pouvons à l'avenir éviter ce genre de choses ou le moins possible en fait. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Je prône tout particulièrement d'investir dans ce domaine car c'est un domaine dont nos pays ont grandement besoin pour non seulement assurer la sécurité alimentaire tout simplement des populations, mais aussi permettre dans l'émergence de ce domaine à travers donc le développement aussi des techniques aquacoles, etc. Donc, si c'est un domaine qui te parle, tu retrouveras tous les liens en barre de description pour pouvoir commander ton livre ici. Donc, dans cette vidéo, je réitère encore ici mes condoléances les plus attristées. Je n'imagine pas la douleur de cette maman, de cette famille. J'espère que le Seigneur leur permettra de faire leur deuil et de pouvoir trouver un peu de réconfort auprès de tous ceux qui les soutiennent. Mais dans cette vidéo, au-delà de ce drame, j'aimerais juste me poser une question que je me pose depuis quelques jours en me demandant et si nos pays protégeaient mieux leurs ressortissants et si nos pays faisaient en sorte que lorsque l'un d'entre nous est attaqué ou je sais pas moi, qu'est-ce qui arrive à l'un d'entre nous se mobiliser. J'ai vu une vidéo justement de l'ambassadeur congolais qui est arrivé au Canada quelques jours après que la communauté africaine, j'ai vu ça, s'est mobilisée de partout dans le monde. Non seulement ceux qui étaient au Canada, d'autres sont quittés du Québec, de Ottawa, de presque toutes les villes pour rechercher cette petite. D'autres ont mis la pression et n'eût été la mobilisation de cette communauté africaine. Je pense que la police canadienne n'aurait pas peut-être sorti ses résultats très tôt parce que j'ai vu comment la police au départ était un peu très molle, ne voulait pas avancer, mais lorsqu'ils ont vu comment les gens venaient sur place. Il y aura sûrement du visionnement de bandes vidéo, ne serait-ce que de voir auprès de l'usine ici à l'arrière s'il y a des caméras qui pourraient nous pointer, mais actuellement là, on n'a pas de détails sur le cheminement du corps. Pour les dizaines de gens présents, certains auraient aimé savoir plus rapidement s'il s'agissait ou non de l'étudiante disparue. L'attente était pénible sur place. Les gens se mobilisaient. En quelques jours seulement, les réseaux sociaux de cette police ont été saturés. J'ai vu ça aussi. Et c'est réellement une solidarité africaine. Et je dis encore, big up à tous ceux qui sont mobilisés. C'est réellement là, quand on se lève comme un seul homme, on peut changer le game. Et voilà une preuve encore qui montre que les Africains, lorsqu'ils sont unis sur une seule cause, peuvent justement retourner la situation. Ce qui a même amené l'État congolais à envoyer son ambassade, à mettre tout en œuvre pour permettre à cette maman, à ses proches de pouvoir avoir les nouvelles, de pouvoir aller au Canada
participer aux recherches de la petite ou alors rapatrier le corps vu que la petite serait donc décédée. Donc c'est aussi intéressant de se mobiliser dans ce genre de cas comme un seul homme afin donc de mettre la pression, parce que c'est cette pression qui a fait en sorte qu'on puisse mobiliser autant d'autorités pour rechercher la petite. Comme je disais, je voulais justement prendre une autre vision, de mettre un petit peu en hauteur par rapport à ce drame. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient je ne vais plus envoyer mes enfants étudier en Europe parce que quand je vois tout ça, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais j'aimerais justement vous dire que même ici en France actuellement, il y a des drames qui arrivent. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a une étudiante qui a été justement tuée tout simplement en sortant de la fac dans un bois quelque part en banlieue parisienne. Donc, ce sont des choses qui arrivent et le fait de dire qu'on ne peut plus envoyer ses enfants à l'étranger parce que X, Y, Z, je pense pas que c'est ça qui va changer le problème. Moi, j'aimerais juste dire ici, aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les étudiants africains, quel que soit partout où ils sont, d'aller étudier partout dans le monde. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Vous pouvez habiter, je sais pas moi, en Afrique, en Europe, en Asie. Vous allez étudier parce que vous avez envie d'étudier. Moi, je me rappelle encore, mon père, que vous connaissez souvent, que vous voyez souvent sur certaines vidéos sur la chaîne, il nous raconte souvent en fait que lui, il est arrivé en France à l'époque, il avait 17 ans. Il avait 17 ans, il est arrivé pour faire ses études fini sa première, ensuite passer son baccalauréat. Son père, à l'époque, l'avait envoyé en France, fini ses études. Et ça, c'est des histoires que je raconte il y a près de 60 ans, vraiment. Et à l'époque, vraiment, mon père me raconte, quand il venait en Occident, son père, qui lui était un grand industriel au Cameroun, l'une des plus grosses familles qui avait une entreprise de boissons gazeuses, son père avait décidé justement que son fils allait aller en France, étudier, finir ses études de première, terminale et ensuite aller à la fac pour avoir un diplôme en gestion ou en comptabilité parce que lui, son but était que son fils puisse avoir ses connaissances pour venir gérer ses entreprises après. Mais à l'époque, quand les gens partaient, il y a encore de cela 60 ans, 70 ans, je ne veux pas les choses, que des histoires que mon père me raconte souvent. Lui, il n'avait pas été consulté. Son père avait dit, mon fils, aujourd'hui, demain après-demain, on avait garé la voiture, le passeport. Son père avait tout préparé. Et il est arrivé en France dans un pensionnat où il restait. Voilà comment on envoie les enfants en pension, dans une école, etc. Donc, c'est là qu'il restait. Donc, il ne connaissait personne en France. Donc, dire qu'on n'envoie plus les enfants en Europe parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Certes, les périodes ont changé, mais toujours est-il que si vous avez la possibilité d'envoyer votre enfant en Occident faire des études, pourquoi pas? Il faut juste assurer aujourd'hui la sécurité et d'après ce que j'ai vu, cette maman était en contact permanent avec sa fille. Pour revenir dans l'histoire de mon père à l'époque, donc lui, quand il venait en France à l'époque finir ses études, dès qu'il avait fini ses études, la première chose qu'il avait, c'est de rentrer au pays. Il rentrait au pays. À l'époque, on était, je vous parle de l'époque de l'ancien président. Le président au Cameroun, c'était l'ex-président Amadou Ahidjo qui était au Cameroun et tous les gens de la génération de mon père qui allaient étudier en France, en Occident, dès qu'ils finissaient les études, ils rentraient directement. Le premier avion qui dès qu'ils finissaient les études, ses masters, doctorats, etc., ils rentraient au pays parce qu'ils avaient des opportunités, parce qu'ils avaient des perspectives d'évolution au pays. Dès qu'ils arrivaient, certains, comme mon père, travaillait justement dans les entreprises de son père, dirigeait, d'autres rentraient dans l'administration, d'autres dans les entreprises privées, dans les entreprises de l'État. Et personne, aucun Camerounais, de l'époque de mon père en tout cas, ne songeait à rester à l'extérieur. Quelques années plus tard, quelques années plus tard, moi j'arrive en Occident. Je parle de moi, j'arrive en Occident comme ceux qui arrivent actuellement aujourd'hui en France pour des études, pour X, Y, Z. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai raconté, moi je suis arrivée pour mes études et est-ce que j'avais donc en perspective, moi quand j'ai quitté le Cameroun, pour ceux qui ont fait cette démarche, vous allez à Campus France, on vous interroge, qu'est-ce que vous allez faire? Vous montrez votre projet d'études. Et moi à l'époque quand je suis arrivée, je me disais, bon je finis mes études, si j'ai la possibilité, peut-être que je rentrerai au pays, mais je savais déjà qu'il n'y avait pas forcément de perspective. Déjà, à mon époque, pas forcément de perspective pour, après mon diplôme, trouver un travail. Ensuite, le fait que j'ai fait mes études dans le domaine spatial ici à Toulouse, me laissait croire que, en tout cas, mes camarades me le rappelaient, au pays, je n'aurais pas de possibilité d'embauche dans ce domaine. Ça devait être très compliqué. Et je me rappelle encore, c'est quelque chose que les personnes disent très peu. Pourquoi je suis restée en France après mes études? Donc, moi, j'ai fait mes études, etc.
Et lorsqu'il a fallu maintenant même trouver un stage, je vais revenir un peu avant, trouver un stage. Pour trouver un stage, c'était compliqué. Et pourquoi est-ce que les personnes prennent souvent d'autres nationalités? Je me suis amusée à faire une petite recherche, tout simplement, des passeports plus puissants au monde, les top 10 des passeports les plus puissants au monde. Dans ce classement, vous pouvez le retrouver. Vous avez le Singapour, qui est l'un des passeports aujourd'hui les plus puissants, qui donne accès à près de 195 pays sans visa. Vous avez la France en deuxième position, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Espagne, l'Autriche. Donc, je vais vous mettre ce classement ici, les passeports les plus puissants au monde. Je vous parle de ça, vous allez savoir où j'arrive. Ensuite, je me suis amusée aussi à aller faire la recherche des passeports africains les plus puissants au monde. Les top 10 des passeports africains les plus puissants au monde. Donc là, vous avez donc les Seychelles qui arrivent donc en première position. Il n'y a pas beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez les Seychelles qui arrivent en première position, Maurice, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, le Lesotho, Eswatini, le Kenya, le Malawi, la Tanzanie, le Maroc, la Gambie, l'Ouganda, la Zambie, le Cap-Vert. Donc ça, c'est le top 10 des passeports les plus puissants au monde. Je vous parle de ça parce que ceci a un réel rapport à voir avec la façon dont les pays traitent la communauté africaine ou tout simplement ce qui arrive aux Africains partout dans le monde. Donc, avec ce classement, je me dis, nos pays ne sont pas assez attractifs et ne protègent pas assez. Vous voyez, lorsqu'il y a un souci dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Chaque pays en tout cas développé, la première chose qu'il fait, c'est de rapatrier tous ses ressortissants. Ce classement montre en suffisance que nos passeports, dans ce top 10, n'apparaît même aucun pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, moi, l'histoire donc de passeport, pourquoi les personnes prennent la nationalité, ou même quand tu arrives ici en France, la première chose, en fait, quand tu fais tes études, etc., comme moi, par exemple, lorsque j'ai fait mes études, il fallait trouver un stage. Je vous parle de ça. Il fallait trouver un stage et moi, j'étais dans le domaine spatial, comme vous savez, c'est un domaine assez restreint, restrictif, qui demande souvent d'avoir la nationalité du pays. Moi, je ne savais pas ça à l'époque. J'allais tout naïvement chercher des stages, etc. Et je me rappelle encore une fois, j'étais en dernière année, il fallait que je trouve un stage de fin d'études. Et donc, lorsqu'il a fallu trouver un stage, je suis arrivée dans une boîte et je n'ai pas pu faire ce rendez-vous parce que je n'avais pas un passeport français. Je n'étais pas naturalisée. C'est juste une histoire. Et il arrive comme ça beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que mon passeport camerounais me permet réellement d'atteindre mon objectif? Et à ce moment, je me suis dit non. J'ai pris la décision donc de me naturaliser par décret à travers donc l'obtention de mon diplôme, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de nos pays africains, leurs passeports ne sont pas puissants et ne protègent pas ses ressortissants. Donc, pour que nos pays soient respectés et puissants, je pense que c'est le volet économique. Nos pays ne pèsent rien du tout dans l'économie du monde. C'est pour ça que nous sommes parfois la risée du monde. Si vous voyez encore les Chinois, il y a quelques années, ils étaient la risée. Aujourd'hui, tu ne peux pas toucher un Chinois dans le monde sans avoir la réplique directe. Donc, je pense simplement que pour renverser cette situation au fur et à mesure des années, nous devons continuer donc de investir dans nos pays, de changer le narratif de nos pays, de faire en sorte que aucun de nos ressortissants partout dans le monde, lorsqu'il est attaqué, nous aussi nous soyons attaqués, que nos pays prennent cela à bras le corps. Donc, cette réflexion que je voulais partager avec vous, c'est un drame qui touche tout le monde et j'espère que ça arrivera plus jamais et en tout cas de moins en moins et que nous aussi nous puissions prendre notre part. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.